Cette semaine, nous allons parler social selling en compagnie de Charlène et de Vanessa. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être parmi nous aujourd'hui, d'avoir pris un petit peu de temps de votre temps pour parler de social selling. On a choisi un titre un peu provoque pour ce webinaire. On a choisi de parler de le social media est mort, vive le social selling. Derrière ça, il y a notre conviction personnelle qui est que on peut et on doit utiliser les réseaux sociaux dans une réelle logique de vente ou de génération de leads. Du coup, on va s'intéresser au social selling aujourd'hui, d'abord d'un point de vue assez global, et puis après, on ira regarder, on a séparé un petit peu des éléments pour parler social selling en B2B et enfin en B2C. Alors, c'est parti. Vous voyez depuis tout à l'heure ce chiffre impressionnant de 5000 marques par jour. C'est une estimation de la quantité de marques auxquelles on est confronté chaque jour en tant que consommateur dans notre vie quotidienne, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télé, quand on passe devant une vitrine de magasin ou encore quand on est coincé dans les bouchons. L'idée, c'est que on enregistre une quantité incroyable d'informations et notamment les informations commerciales. Donc là, j'introduis avec des chiffres un petit peu au sens large. Et puis, vous allez comprendre ensuite la suite. Le deuxième chiffre que j'ai envie de partager avec vous, c'est 54% des dépenses publicitaires. Donc ça, c'est un chiffre américain. C'est la quantité, c'est le budget dépensé pour la publicité en ligne sur l'année dernière. En 2019, c'était la première fois de l'histoire que la publicité digitale a dépassé la publicité traditionnelle aux États-Unis, avec évidemment Google, Facebook en tête. Et rien qu'en un an, ces dépenses, elles ont augmenté de 19%. Et aujourd'hui, donc, elles ont surpassé nos moyens de communication habituels. Et on voit évidemment arriver énormément de nouveaux acteurs grâce à Internet qui viennent inonder le marché et aussi complètement challenger notre modèle et challenger nos manières de communiquer. Alors là, vous vous dites, pourquoi je vous raconte tout ça? On ne s'est pas donné rendez-vous aujourd'hui pour parler des GAFA, loin de là. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous dire qu'on est dans un monde digital qui est hyper concurrentiel, qui est avant tout digital, qui est mobile, et qu'aujourd'hui, la guerre des prix, elle ne suffit plus aux yeux des consommateurs. Les utilisateurs, ils ont envie d'émotions, ils ont envie de sensations fortes. Et ils ont envie, je vais vous servir le mot que vous entendez un petit peu à toutes les sauces, ils ont envie d'expérience. Les Français, ils sont en quête de valeur. Il y a la moitié de la population en France qui déclare acheter un produit auprès de marques pour lesquelles ils partagent les mêmes valeurs. Et voire même, ils sont prêts à défendre une marque qui va soutenir les mêmes causes qu'eux. Et pourtant, on est seulement un tiers des Français à faire confiance aux marques. Donc, il y a un vrai décalage entre le fait que aujourd'hui, les Français, ils sont prêts à s'engager, ils sont prêts à payer plus cher quand ils ont en face d'eux un produit ou une marque qui correspond à leurs valeurs. Mais par contre, ils ont du mal à faire confiance et ils ont vraiment un besoin de ressentir cette authenticité et de ressentir les valeurs fortes d'une marque. Et c'est ces valeurs qui vont devenir un élément de différenciation très important pour les entreprises aujourd'hui. L'autre point, c'est que les Français, ils ont un vrai besoin de proximité. Donc, on est dans un monde digital qui est a priori très froid, très impersonnel. Et pourtant, on attend une grande qualité de service, que ce soit dans la vraie vie ou sur le digital. Donc, en fait, les consommateurs, ils recherchent vraiment de l'attention et une qualité de service qu'ils retrouveraient finalement dans un magasin. Alors là, vous vous dites, super ce webinaire, mais par contre, Vanessa, j'ai toujours rien appris sur le social selling. Ne soyez pas impatients, on va y venir. C'était juste pour donner un contexte un peu plus global à tout ce que je vais vous raconter ensuite. Et avant d'arriver au social selling, je vais faire une petite digression encore sur notre manière, nous, de voir les réseaux sociaux au sein de l'agence. Quelles sont nos convictions sur le sujet du social media avant de passer au social selling. Donc, on a 4... alors, si vous avez des problèmes de son, c'est sans doute qu'il y a des gens qui arrivent et qui se connectent, mais ça ne devrait pas durer très longtemps. Donc, je vais vous présenter nos 4 convictions. La première, c'est que les marques qui vont réussir les défis du digital sont celles qui vont réussir à
créer ou à recréer un lien avec les consommateurs. La communication, ça sert avant tout à valoriser ce qui rend une entreprise unique, ça sert à valoriser notre savoir-faire, ça sert à valoriser notre histoire, nos produits, nos services, notre équipe, mais ça ne suffit pas sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il va falloir réussir à créer ou à recréer ce lien et ça passe par une stratégie de contenu qui va vraiment être adaptée, pertinente pour chaque cible et chaque réseau social, mais aussi par beaucoup de communication en one-to-one. De plus en plus, on s'éloigne de la communication où on est sur du one-to-many. On lance un message et puis ça peut atteindre une quantité de personnes astronomique. Aujourd'hui, on est de plus en plus dans de la personnalisation, dans des échanges qui vont plutôt aller du one-to-few, donc une plus petite quantité de personnes, voire du one-to-one avec ce qu'ont rendu possible les réseaux sociaux avec la possibilité d'envoyer très facilement des messages en privé aux marques. Donc, première conviction, il faut vraiment réussir à recréer ce lien. Notre seconde conviction, c'est que les réseaux sociaux, ils vont révéler toutes les émotions qu'on peut avoir en nous, le meilleur comme le pire. Donc, on peut sur les réseaux sociaux avoir de l'amour comme de la haine, on peut avoir de la joie comme du désespoir, on peut avoir toutes les émotions et elles sont intensifiées justement par l'utilisation des réseaux sociaux. Et là, c'est à nous, c'est notre rôle d'utiliser les réseaux sociaux à bon escient et d'essayer de faire ressortir justement le plus de positif de ces outils-là. Et donc, c'est à nous de réussir à accompagner nos utilisateurs, à les conseiller, à les rassurer, à les surprendre et aussi à les faire rire, à les toucher et à réussir à vraiment les embarquer avec nous. Notre troisième conviction, c'est que les usages évolue. Aujourd'hui, on a des nouveaux réseaux sociaux qui arrivent, il y a des nouveaux formats qui arrivent tous les jours, des nouvelles fonctionnalités qui arrivent tout le temps. Donc, les réseaux sociaux en tant que tels, c'est loin d'être figé, ça change vraiment au quotidien. Par contre, les valeurs perdurent. Les valeurs d'une entreprise, les valeurs d'une marque sont toujours les mêmes. Et pour nous, la stratégie social media d'une entreprise, elle doit vraiment être la passerelle entre les deux. Elle doit faire le lien entre les outils, les canaux de distribution qu'il y a à l'instant T, mais aussi cette stratégie, elle doit vraiment être posée sur les valeurs de l'entreprise qui, elles, ne changeront pas. Et enfin, notre dernière conviction, et là vous vous dites, ouf, enfin on voit le mot social selling à l'écran. Notre dernière conviction, c'est que le social selling, ça doit vraiment être au cœur de votre stratégie social media. On est vraiment convaincu que les réseaux sociaux, ça doit servir, ça doit contribuer à la rentabilité d'une entreprise. On entend assez souvent l'idée que les réseaux sociaux, c'est un vecteur de visibilité, de notoriété, de fidélisation. Et on oublie beaucoup, trop souvent, que c'est vraiment un outil de vente. Et donc, oui, les réseaux sociaux servent à améliorer la rentabilité d'une entreprise. Et oui, c'est possible d'évaluer le retour sur investissement en social media, puisque tout est mesurable dans le domaine du digital. Donc, on peut évidemment connaître les retombées financières, le retour sur investissement d'une bonne stratégie réseaux sociaux. Allez, il est temps de revenir vraiment à notre sujet et donc d'aborder la question du social selling. Et donc, je vais utiliser ce terme-là et pas celui de social media, tout simplement puisque notre conviction, comme j'ai dit chez JetPulp, c'est que on utilise les réseaux sociaux pour ramener du chiffre d'affaires à nos clients et pas pour faire de la communication, justement. Donc, le social selling, ça doit vraiment faire partie de votre stratégie de vente. Ce n'est pas un levier bonus, ce n'est pas un levier qui sert à supporter les autres leviers, c'est vraiment un nouveau canal de vente et c'est une nouvelle opportunité donc, de business pour vous si vous ne l'avez pas encore exploité. Alors, qu'est-ce que c'est le social selling? C'est plus qu'une technique, c'est vraiment un état d'esprit, c'est une manière d'envisager sa stratégie réseaux sociaux, plus qu'une recette qu'on peut appliquer et qui fonctionne à tous les coups. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cet état d'esprit? Déjà, c'est l'idée d'utiliser les réseaux sociaux, de les penser vraiment comme des leviers d'acquisition, des leviers de performance commerciale. Donc, comme je l'ai dit, pas uniquement des outils de fidélisation ou des outils de visibilité. C'est vraiment l'idée que les réseaux sociaux doivent nous permettre d'identifier les clients potentiels, de les attirer, de les séduire.
C'est aussi l'idée de laisser une trace avant et après dans le parcours d'achat, donc de réussir à bien sûr les fidéliser, mais aussi venir nourrir nos leads qui nous suivent sur les réseaux. C'est aussi l'idée que les réseaux sociaux, ça sert de passerelle entre donc vos réseaux sociaux, mais aussi vos magasins ou votre site web. Donc ça doit donner envie aux gens d'aller découvrir ou redécouvrir votre offre. Et enfin, les réseaux sociaux, ça sert absolument à apporter de la valeur à vos clients, c'est-à-dire à leur apporter du contenu qui soit distrayant, certes, mais aussi et surtout qualitatif et informatif. On va s'intéresser maintenant du coup au social selling en B2B. Donc, j'ai terminé mon introduction un petit peu globale et on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet de comment on met ça en place et pourquoi c'est important. On va commencer avec quelques petites statistiques. En B2B, vos acheteurs, ils vont s'informer sur les réseaux sociaux. Il y a 75% des acheteurs en B2B qui cherchent des informations sur des produits ou des services via les réseaux sociaux professionnels. Donc ça, c'est un fait. Si vous avez une entreprise B2B et que vous ne communiquez pas sur les réseaux sociaux, vous vous coupez quand même d'une bonne partie des acheteurs. Vous les touchez sans doute par d'autres biais, mais il ne faut pas oublier ça. Ce qu'on entend assez souvent, c'est des personnes qui vont nous dire « Moi, je connais bien mes clients, je sais qu'ils n'utilisent pas LinkedIn ». Il ne faut pas penser que l'acheteur est la seule personne à prendre la décision. Généralement, il y a entre 1 à 6 personnes qui participent à la décision d'achat en B2B. Donc, si vous ne touchez pas sur les réseaux sociaux votre acheteur directement, vous touchez obligatoirement quelqu'un d'autre de son équipe qui va pouvoir influencer sa décision. Et enfin, le dernier chiffre qui est assez parlant, c'est que 97% des acheteurs en B2B ne répondent plus aux appels de prospection quand ils ne connaissent pas l'entreprise. Donc, il faut évidemment trouver d'autres moyens de les toucher. Et les réseaux sociaux sont un bon moyen de le faire. Oui, c'est ce qu'on disait la semaine dernière par rapport aux acheteurs et notamment au commerce et au e-commerce B2B. Aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est que le profil d'une personne en entreprise a beaucoup évolué ces 10 dernières années et évoluera encore sur les 10 prochaines années. Donc aujourd'hui, on a des personnes qui sont beaucoup plus sensibilisées à cette méthode d'acquisition sur les réseaux sociaux. On a des restaurateurs, on a des boulangers, on a des profils de professionnels qui sont présents sur les réseaux sociaux pour leur métier et donc finalement ne font plus un usage personnel de ces réseaux sociaux. Donc c'est là justement aussi l'idée de se dire, ok, sur mes réseaux sociaux, finalement, j'ai un vrai moyen d'acquérir un trafic qualifié et toucher des personnes qui ne sont pas pour autant présentes sur d'autres réseaux ou sur d'autres canaux. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'appuyer aussi en B2B. Par contre, ça nécessite une stratégie à part entière dont, justement, Vanessa va vous parler. Absolument. Cette stratégie, elle repose généralement sur 3 ingrédients clés en B2B. Le premier ingrédient, c'est évidemment de sélectionner le bon réseau pour toucher la bonne personne. On parle de B2B, ça ne veut pas forcément dire que vos acheteurs se trouvent sur LinkedIn. C'est des interviews utilisateurs qui nous permettent de savoir sur quel réseau ils s'informent et où est-ce qu'ils se trouvent quand ils vont sur Internet, qu'est-ce qu'ils utilisent. Il n'y a pas de présence type qui va être efficace. Je ne vous dis pas aujourd'hui, il faut absolument être présent sur LinkedIn et Twitter. Ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas d'écosystème type. Il faut vraiment le faire en fonction de vos utilisateurs. Et donc, le meilleur écosystème, c'est celui où vous pouvez trouver et discuter, dialoguer avec vos clients. Le deuxième ingrédient, c'est trouver le bon ton pour s'adresser à votre cible, trouver le bon rythme et trouver le bon contenu. Avoir une stratégie de contenu qui soit vraiment riche et qui soit vraiment pertinente. Et un contenu pertinent, c'est tout simplement un contenu qui va répondre aux besoins d'information de vos clients, de vos prospects. Donc pour ça, c'est la même stratégie que pour la première étape. On se base sur des interviews utilisateurs. On essaye de savoir quelles sont les problématiques des clients, de nos clients, pour leur proposer du contenu qui va justement venir répondre à ces questions-là. Ouais, c'est pas forcément un grand chantier d'aller interviewer des clients, même parfois, nous, on a pu accompagner certains de nos clients, dont certains sont sûrement parmi nous aujourd'hui, ne serait-ce qu'un simple sondage via Google Forms ou déjà une première enquête avec votre équipe commerciale, ça peut déjà vous amener énormément d'informations.
Et c'est justement avec quelques petites informations, en croisant y compris, pourquoi pas, avec votre base de données, avec l'audience sur vos réseaux sociaux si vous en avez, où on peut vraiment se rendre compte de est-ce que oui ou non, il y a un potentiel. Et pour répondre à votre question, Denis, et dans le cadre d'une création d'entreprise, aujourd'hui, justement, des outils notamment comme Facebook ou comme LinkedIn nous mettent à disposition des outils sur lesquels on peut simuler une audience. Et c'est ça, justement, qui va nous permettre de dire, bah, OK, je ne sais pas, typiquement, demain, vous vous lancez sur les arts plastiques, et vous allez pouvoir regarder qui, parmi le monde des designers, des architectes, du milieu de la sculpture, on va pouvoir vraiment affiner et essayer de se rendre compte à la fois sur des outils comme Facebook ou LinkedIn, mais aussi on va aussi chercher à croiser cette information-là avec des outils plutôt du SIA pour voir vraiment un peu quels sont les profils de cette audience, mobile, pas mobile, quel réseau, etc., etc. Et après, on a des études aussi et il y a des agences qui existent pour ça. Pour donner un exemple concret sur cette question, sur cette question de trouver les bons réseaux, pour donner un exemple concret, on a un de nos clients qu'on accompagne sur sa stratégie social média qui s'adresse à un public de profession libérale dans le domaine de la santé dentaire. C'est vrai qu'au premier abord, on s'est dit, c'est une entreprise en B2B, il s'adresse à des professionnels de santé, on va aller sur LinkedIn. Et en fait, on s'est rendu compte assez rapidement que ce n'était pas ce qui était plus pertinent, puisque tout simplement, les dentistes qui exercent à leur compte n'ont pas la nécessité d'avoir un compte sur LinkedIn. Par contre, ils sont hyper actifs d'un point de vue professionnel sur Facebook, parce qu'il y a des groupes d'entraide entre dentistes, il y a énormément de communautés qui existent dans leur domaine d'activité. Et donc là, à travers une simple recherche et quelques interviews utilisateurs, on arrive très rapidement à la conclusion que pour ce client-là, le bon réseau pour du B2B, c'est Facebook. Et c'est aussi pour ça qu'on parle de social selling. C'est parce que justement, c'est en se fiant d'abord à ce que disent les utilisateurs et à la data utilisateur qu'on arrive à choisir le bon réseau. Et donc, en choisissant le bon réseau, on a une stratégie derrière qui performe. Et alors que pourtant, on aurait pu se lancer sur LinkedIn, faire 1 an de LinkedIn et au bout d'un an, dire les réseaux sociaux, c'est pas pour moi. Exactement. Donc, il y a vraiment une stratégie derrière à part entière à mener. Tout à fait. Et le dernier point, du coup, le dernier ingrédient, pardon, Farine, je vais te demander de revenir. Et en plus, c'est un ingrédient vraiment capital en social selling sur du B2B, c'est d'avoir une équipe qui est formée, qui est disponible, de mettre à sa disposition des bons contenus et des bons KPI. Je vais revenir un peu plus loin sur la notion d'équipe, mais le social selling en B2B ne peut pas exister sans l'adhésion de vos équipes de vente ou de votre entreprise, de vos employés d'une manière générale. Donc, les 3 mots à conserver en tête pour une stratégie social selling en B2B, c'est du contenu, une bonne fréquence et de la réactivité. La réactivité en B2B, on peut ne pas avoir cette impression-là, mais en réalité, les acheteurs sont beaucoup plus exigeants en B2B qu'en B2C, puisqu'on a 80% des acheteurs en B2B qui vont s'attendre à une réponse en temps réel, alors qu'ils sont seulement 64% en B2C. Donc, il y a vraiment une exigence supplémentaire en B2B, avec pour les 3/4 des acheteurs en B2B, l'envie d'avoir une réponse par mail dans l'heure suivant leur questionnement. Donc, votre équipe, il faut absolument qu'elle soit réactive, encore plus si vous décidez de vous lancer sur les réseaux, si jamais ce n'est pas encore fait, puisque forcément, on va attendre de vous de la réactivité. Oui, parce qu'une généralité, par contre, qu'on peut retenir, c'est que globalement, dans le milieu professionnel, on a plutôt une tendance à avoir une présence un peu plus importante sur mobile. Et le mobile est souvent égal à la réactivité. Donc, ça fait partie des petites choses où, justement, en se renseignant sur le comportement, les réseaux sociaux plus mobiles font réactivité au maximum. Alors, petit point, petit warning, ce qu'il ne faut surtout pas faire en social selling, c'est mettre de côté la partie équipe, justement. La culture digitale de votre entreprise, c'est un facteur clé en social selling pour du B2B. Tout simplement parce que vous allez pouvoir mettre en place le meilleur dispositif. Vous pouvez proposer des contenus qui sont super, qui sont pertinents, qui sont pédagogiques, qui sont bien pensés. Vous pouvez penser votre entonnoir de vente à la perfection.
Si derrière, vous n'avez pas l'équipe, votre campagne de social selling, elle va être un échec. Donc, c'est vraiment hyper important que pour assurer la performance et l'efficacité de votre campagne de social selling, il faut avant tout accompagner vos équipes. Et ça veut dire former les équipes commerciales, les faire travailler ensemble avec le marketing et la communication. C'est souvent mis de côté. Déjà, il y a pas mal d'entreprises qui ont traditionnelle de la communication digitale. Il faut réussir à faire travailler les équipes ensemble et notamment pour le social selling, les équipes marketing avec les équipes de vente. Donc ça, c'est vraiment important et notamment une notion, un terme que vous avez sans doute déjà entendu en ce moment, c'est la notion d'employee advocacy, de rendre vos employés ambassadeurs de la marque. Ça, c'est un facteur clé de succès sur les réseaux sociaux professionnels parce que vous le voyez au quotidien quand vous allez sur LinkedIn. Qu'est-ce que vous voyez en priorité dans votre fil d'actualité? Ce ne sont pas des publications d'entreprise, ce sont bien des publications de personnes. Et donc, si vous avez une stratégie d'employee advocacy, donc si vous mettez en place cet accompagnement des équipes à partager vos contenus, à commenter vos contenus et si vous les engagez vraiment dans votre stratégie de communication sur les réseaux, vous pouvez atteindre des chiffres que vous voyez, c'est-à-dire que si tous vos employés partagent vos communications, vous pouvez atteindre 560% de reach en plus sur vos publications, un trafic sur votre site d'entreprise 5 fois supérieur et une génération de leads qui augmente également de 25%. Pour vous donner un ordre d'idée, on a tous en moyenne à peu près 300 contacts sur les réseaux sociaux professionnels. Et sur ces 300 contacts, il y en a 92% qui ne connaissent pas l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Si du coup chacun de vos employés a ces 280 personnes et à qui il va partager ce contenu, vous pouvez toucher pour une entreprise de 50 collaborateurs juste 14 000 personnes. Donc c'est pas négligeable. C'est pas grand-chose. Mais en effet, et puis y compris, alors c'est assez révélateur ces derniers temps, mais je sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux en cette période, on se rend compte que beaucoup de personnes sont très actives. On a des scores qu'on n'a jamais atteints sur les réseaux sociaux en termes de vues. On a sur certains sites web, on a plutôt aussi de très bon trafic. Après, c'est sûr, ça dépend toujours des secteurs d'activité. Mais globalement, ce qu'on remarque surtout, c'est que c'est aujourd'hui les salariés des entreprises qui sont mis en avant par les entreprises, par le télétravail, par leur engagement. Aujourd'hui, tout le monde met en valeur ses collaborateurs. Et dans l'autre sens aussi, c'est valable, les collaborateurs prennent énormément de plaisir à partager les bonnes initiatives réalisées par leur entreprise. Et donc, c'est justement ces petits systèmes de récompense qu'on peut imaginer. Alors, pour vous donner un exemple, chez JetPulp, typiquement, à chaque fois que Sam, qui est parmi nous aujourd'hui, poste quelque chose sur les réseaux sociaux, elle va faire un petit message sur notre outil de messagerie interne et elle va tous nous inviter à repartager ce message. Et ne serait-ce que faire ce geste, aujourd'hui, comme ce n'est pas forcément un automatisme pour tout le monde, eh ben, ça lui permet quand même d'avoir une moyenne derrière de partage assez importante, d'engager et aussi tout bêtement d'inviter les collaborateurs à lire les actualités postées sur le site de JetPulp. C'est pas grand-chose, mais aujourd'hui, quand on est dans une entreprise, on se rend régulièrement compte que même les collaborateurs ne sont pas forcément au courant des actualités. Donc voilà, c'est plein de petits trucs comme ça qui font que l'employé advocacy a aujourd'hui toute sa crédibilité et surtout énormément de résultats. Et si jamais vous vous demandez comment faire en sorte que mes employés partagent plus les contenus de la marque, il y a deux choses à prendre en compte. Déjà, il faut les former. On ne peut pas demander à un employé de performer sur LinkedIn quand il n'a jamais utilisé ou quand il s'en sert juste pour mettre à jour son CV. Donc, il faut les accompagner. Et aussi, il faut communiquer sur les résultats que vous avez en interne. Donc, communiquer sur merci aux 10 personnes qui ont partagé parce que ça nous a permis d'atteindre tant de personnes. C'est vraiment important pour avoir un effet un petit peu boule de neige. Pour vous donner un exemple, tout le monde était au courant aujourd'hui que nous allions avoir une moyenne de 80 personnes. Voilà, c'est toutes ces petites choses-là qui font que tout le monde est content derrière d'avoir un peu soutenu l'entreprise. Et pourtant, ce n'est pas grand-chose. Quelques outils qui existent et qui sont importants en social selling pour du B2B. Vous avez des outils justement d'employee advocacy, ce que vous voyez tout en haut, qui s'appelle Amplify. Ça, c'est un vrai outil
qui est hyper intéressant à mettre en place dans son entreprise. En gros, c'est un outil qui va permettre aux équipes de marketing et communication de pousser des communications à destination des employés. Donc, en gros, en tant qu'employé, on a sur son téléphone l'application Amplify et on reçoit les communications qu'on peut, nous, partager sur nos réseaux sociaux personnels, enfin personnels, professionnels. Donc, l'employé, finalement, il a juste à regarder un petit peu une banque de contenu qu'il peut lui partager. Ça lui permet d'avoir du contenu régulier à partager. Il peut aussi modifier un peu, le mettre un petit peu à sa sauce et ça augmente la quantité d'informations qui est partagée par les employés. D'autres exemples? C'est un système, excuse-moi Vanessa, mais c'est un système qu'on retrouve aussi dans les enseignes à réseau. Aujourd'hui, on a des outils comme Ubique chez Altavia qui permettent justement d'avoir ce système de publication du national vers le local. Donc, si vous voulez, ce mécanisme de banque de données et chacun pioche un petit peu dans les contenus disponibles et le republie sur sa page, c'est une mécanique aussi qu'on retrouve beaucoup dans le retail. Absolument. Et les deux autres choses que vous voyez sur cette slide, c'est des outils un peu plus connus comme les publicités LinkedIn, évidemment. Donc ça, qui vont venir soutenir notre stratégie, notre campagne de social selling, et des outils comme Sales Navigator qui permet aux équipes commerciales de trouver des prospects à cibler, de les contacter directement, de venir les approcher avec du contenu et surtout avec un côté un petit peu CRM où je peux savoir où j'en suis de ma relation avec cette personne, à quel moment je l'ai contactée, comment elle a répondu, est-ce que je lui ai fait un devis, etc. etc. Donc, en pratique, le premier outil, c'était Amplify. J'ai vu une question passée. En pratique, comment on fait côté B2B? Donc, je vais vous expliquer un petit peu notre démarche, nous, comment on accompagne nos clients qui viennent vers nous avec cette volonté de faire du social selling en B2B. La première chose, ça, on en a déjà parlé, c'est de faire des interviews utilisateurs auprès de leurs clients ou auprès de prospects. Ensuite, on va, à partir de ces interviews, recréer le parcours, donc essayer de penser à comment... quelles sont les différentes étapes avant un achat, comment on peut les accompagner à chacune de ces étapes. On va aussi mettre en place une stratégie éditoriale à partir de ça. Donc, on va demander à ces utilisateurs à quoi ils s'identifient, quelles sont les choses qu'ils recherchent sur Internet pour les aider dans leur travail. On va former les équipes commerciales, donc vraiment les accompagner et les former à LinkedIn et les former aussi au social selling, donc à des stratégies de trouver les bons prospects et les approcher. On va du coup décliner toute une stratégie de contenu pour nos clients, donc avec la création de livres blancs, la création d'articles de blog, d'emailing, la mise en place de landing page, des posts pour les réseaux sociaux. Donc, on leur fait une sorte de kit de contenu qu'ils vont pouvoir utiliser. On va créer et suivre des campagnes LinkedIn Ads pour pousser justement cette campagne de contenu et mettre en valeur les contenus qu'on aura produits, donc typiquement un livre blanc. Et on va aussi accompagner les équipes commerciales dans leur démarche en one-to-one, donc justement les accompagner sur comment on va rédiger un bon email, comment s'adresser à tel ou tel prospect, etc. Et le dernier point, c'est la mesure. On va mettre en place des KPI, on va mettre en place un plan de tracking sur le site, on va mettre en place des tableaux de bord, à la fois pour suivre la campagne, donc combien il y a eu de téléchargements du livre blanc, combien de fois mes articles de blog ont été vus, mais aussi des tableaux de bord pour l'équipe commerciale pour mesurer leur progrès sur les réseaux sociaux professionnels et ce que ça a rapporté concrètement, à quel moment ils ont contacté tel ou tel prospect, quel a été le montant du devis, quand est-ce que ça a été signé, etc. etc. Ouais, on parle de LinkedIn, mais c'est valable aussi pour Facebook ou Twitter. Tout à fait. Un petit exemple, alors j'ai choisi que deux exemples dans cette présentation et c'est deux entreprises un petit peu chouchou. Côté B2B, j'ai choisi HubSpot qui propose un outil de CRM. Eux, ils ont une stratégie de contenu qui est absolument incroyable, à la fois qui repose sur énormément de livres blancs, énormément d'articles de blog et ils sont présents sur beaucoup de réseaux. J'ai mis notamment Instagram sur le côté parce que voilà, c'est un outil B2B de CRM et ils ont une présence sur des réseaux sociaux où on les attend pas forcément comme Instagram. Donc,
Donc, c'est une énorme stratégie de contenu, des LinkedIn Ads, bien sûr, et des campagnes de généralisation de leads à partir de contenus type livre blanc, etc. Ouais, par contre, ce qu'on remarque bien, et ça, tu n'as pas parlé des rappels des fondamentaux, mais aujourd'hui, très clairement, chaque visuel, chaque texte doit être travaillé spécifiquement pour un réseau. On n'aura pas tout à fait les mêmes contenus sur Instagram que sur Facebook. Là, comme vous pouvez le voir, sur le How to Manage Remote Sales Flips, bah, aujourd'hui, vous l'avez sur un format spécifique sur LinkedIn. Et quand vous regardez le feed Instagram, la première vignette, c'est à peu près la même logique. Sauf qu'en fait, vraiment, on a travaillé le visuel, le format de la publication spécifiquement. Et on pourrait même aller encore plus loin aujourd'hui avec une marque tout autre. C'est vrai que je ne suis pas revenue sur les fondamentaux, mais s'il vous plaît, arrêtez de poster la même chose sur tous les réseaux sociaux que vous avez. Ouais. J'ai énervé Vanessa. Allez, on va passer au B2C. Sur le B2C, Vanessa, je te laisse rappeler. Alors, un petit rappel des ingrédients clés. Donc, il y en a que vous avez déjà vu. C'est la même stratégie pour le départ. Donc, à la fois sélectionner les bons réseaux et utiliser des bons contenus. Donc, comme Charlène l'a dit, les contenus bien différenciés selon les réseaux sociaux. Et le troisième ingrédient qui est assez différent du social selling en B2B, où là, on repose vraiment sur l'équipe. En B2C, ce qui est important, c'est on va le dire clairement, aujourd'hui, avoir une stratégie 100% gratuite sur les réseaux sociaux, c'est un doux rêve, ça n'existe plus. Donc, il faut avoir une bonne stratégie de pub et de social ads pour faire du social selling en B2C. La clé du succès pour les social ads, elle repose 50% sur le contenu, 50% sur le ciblage. Si vous oubliez l'un des deux, ça ne fonctionnera pas. Si vous pouvez faire des campagnes qui sont magnifiques, si elles sont mal ciblées, elles n'auront pas un bon retour sur investissement. Et inversement, si vous mettez tout sur le ciblage, que vous ciblez les bonnes personnes, mais que vous n'arrivez pas à retenir leur attention avec un contenu qui est beau, qui est bien pensé, ça ne fonctionnera malheureusement pas non plus. La grosse difficulté en social ads, c'est d'arriver à trouver l'équilibre entre la taille de l'audience. Donc, on a besoin d'une audience qui va être ni trop grande ni trop petite. Le budget de l'entreprise, qui n'est évidemment pas extensible, et la durée de campagne. Et une fois qu'on a trouvé ce point parfait entre les trois, là, on a une campagne qui fonctionne. Et ça demande les social ads pas mal de temps pour trouver justement ce juste milieu. Si vous avez déjà fait des campagnes de social ads ou des campagnes de Google Ads, vous avez sans doute pu observer qu'il y a un grand moment, qui, au tout départ de la mise en place de stratégie, est vraiment lié à l'optimisation, puisqu'il a trouvé la bonne formule qui fonctionne avec son audience. Oui, et pour faire un parallèle, pour travailler aujourd'hui, pour accompagner certains de nos clients à faire des vraies stratégies d'acquisition, le temps d'avant de se dire j'ai un budget média qui n'est pas hyper élevé, bon, dans ces cas-là, je vais vraiment le diffuser un peu sur du SIA, un peu sur du Facebook Ads, un peu sur de la publicité, sur d'autres réseaux, etc. Ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, on a plutôt à se dire, OK, on va choisir une seule action, une seule campagne, par contre, on va bien le faire. Et de la même façon, quand on se dit, OK, ce budget-là est destiné à mes social ads, si le budget média n'est pas suffisamment élevé par rapport aux autres concurrents, parce que toujours pareil, on va avoir la question après de c'est quoi un bon budget média, ça dépend des secteurs d'activité, mais aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est qu'un budget média n'est plus forcément à découper toute l'année. On peut aussi dire finalement, non, je vais avoir 2 ou 3 grosses campagnes dans mon année qui sont des campagnes d'acquisition, qui sont des campagnes d'acquisition de fans ou autre chose. Et dans ces cas-là, ce budget-là, on va vraiment le mettre sur ces actions-là. On ne va plus forcément le répartir tout le temps. Tout à fait. C'est exactement la même logique avec le choix des réseaux sociaux. Si vous avez des contraintes de temps ou des contraintes de budget, eh bien, sélectionnez le réseau social qui sera vraiment pertinent pour votre cible, qui est vraiment prioritaire, avant d'aller sur les autres, parce que moi, ma philosophie, c'est qu'il vaut mieux en faire un seul et à fond plutôt que d'être sur 5 réseaux sociaux et de faire le travail qu'à moitié. Sur Facebook, sur les Instagram Ads et d'ailleurs sur tous les autres réseaux sociaux, quand vous paramétrez votre publicité, vous devez sélectionner un objectif. Et il y a dans ces objectifs des objectifs qui sont vraiment pensés pour la conversion.
Donc, des objectifs de trafic qui vont venir attirer des personnes dans votre entonnoir, des objectifs de génération de prospects pour engager, pour pousser les gens à laisser leurs coordonnées et des objectifs de conversion. Donc, encore une fois, quand vous faites vos campagnes de publicité, pensez-les de manière à ce qu'elles vous rapportent des ventes et pas uniquement de la visibilité. Ce serait dommage de dépenser de l'argent uniquement dans un but de visibilité. Quelques petites astuces pour bien paramétrer vos campagnes. Il y a 4 critères de ciblage qui fonctionnent terriblement bien. Encore mieux si, du coup, vous avez un budget un petit peu réduit. Concentrez-vous sur ces 4 types d'audience. La première, c'est les personnes qui sont engagées. Donc ça, c'est des critères qui sont disponibles pour les publicités Facebook et Instagram. Vous pouvez retargeter, remarketer les personnes qui ont montré un engagement sur vos publications. Elles ont cliqué dessus, elles ont mis un like, elles ont laissé un commentaire. Ces personnes-là, elles s'intéressent déjà à votre marque, donc elles ont plus de chances d'acheter chez vous que d'autres personnes qui ne connaissent pas votre marque. Le deuxième type de ciblage, c'est ce que Facebook appelle les audiences lookalike. Donc là, vous avez votre base de fans ou votre base de clients. Et selon l'algorithme, en fait, il va vous sortir des personnes, enfin, il va réussir à trouver des personnes qui ont un petit peu le même mode de vie, les mêmes centres d'intérêt, qui ont voilà, à peu près le même âge, les mêmes métiers. Ça, c'est des audiences qui fonctionnent particulièrement bien si vous voulez étendre votre cible. Aussi, ne pas négliger sa base de données clients. Si vous avez une base de données clients, vous pouvez la transformer en audience à toucher sur les réseaux sociaux. Aussi bien d'ailleurs en B2B, en B2C qu'en B2B. Et enfin, ne négligez surtout pas la nécessité d'installer des trackers sur votre site internet pour pouvoir retrouver les visiteurs de votre site ou de votre application sur les réseaux sociaux et de faire des campagnes qui vont cibler directement des personnes qui sont déjà venues chez vous. Aussi, il y a énormément de formats publicitaires qui existent sur les réseaux sociaux. Ne vous limitez pas à 1 ou 2 formats. Faites des tests absolument. Essayez pour voir si votre audience elle est plus sensible aux vidéos, aux photos, au Canva, au carrousel, aux stories. Il y a vraiment une quantité impressionnante de formats. Donc, ne créez pas un kit de bannière avec un seul visuel que vous allez utiliser à toutes les sauces. Testez et optimiser pour pouvoir trouver quelles vont être les campagnes les plus efficaces. Ouais, et au sein même d'une seule et même campagne, n'hésitez pas à faire de l'A/B test aussi. C'est tout bête, mais un intitulé, une photo, un bouton, ça peut vraiment faire la différence sur des campagnes. Et après, en termes de format, il est évident que l'idée, c'est d'avoir quand même une unité sur votre feed et vos publicités. L'idée, c'est vraiment d'avoir quand même quelque chose de cohérent et pas sous prétexte qu'on fait de la publicité, on fait un truc super joli et avec des paillettes et qui clignote. Et derrière, si on a un feed qui est très froid, au contraire, on va marquer le décalage. Donc, l'idée, c'est vraiment d'ajuster et de faire de la publicité non agressive qui respecte les codes aussi du réseau social. Également, ne pas sous-estimer en social selling B2C les outils qui existent pour vendre. Donc, sur Facebook, vous avez Facebook Boutique, sur Instagram, Instagram Shopping, Pinterest, Pinterest Shopping. C'est des outils qui permettent tout simplement d'identifier vos produits dans des publications pour aller directement à la fiche produit, la mettre dans son panier et l'acheter. Ça, j'ai toujours un petit peu de mal à comprendre pourquoi il y a si peu d'entreprises qui les mettent en place. Parce que concrètement, je suis sur une publication Instagram, j'adore cet élément de déco dans la photo, j'ai envie de l'acheter tout de suite. J'ai pas envie de perdre du temps à la retrouver sur le site internet. Donc, utilisez vraiment les fonctionnalités qui sont maintenant présentes dans les réseaux sociaux pour vendre tout simplement. Et le levier qui est toujours un petit peu sous-estimé en termes de vente et qui pourtant fonctionne énormément en social selling B2C, c'est Pinterest et les publicités Pinterest. L'avantage de Pinterest, c'est que vous avez une audience qui est préqualifiée, c'est 60% d'utilisateurs qui sont des femmes. Il y a quelques années, c'était encore 80% de femmes. Et surtout, c'est pas un réseau social qu'on utilise comme un réseau social, c'est un réseau social qu'on utilise pour faire des recherches, trouver de l'inspiration et aller sur un autre site internet. C'est pas comme Instagram où j'ai envie d'y passer un petit moment et de scroller. Là, je vais chercher sur Pinterest des choses qui vont m'emmener vers des sites internet. Donc, c'est vraiment un outil à intégrer. En plus, les utilisateurs de Pinterest sont un petit peu plus dépensiers que les utilisateurs des autres réseaux sociaux puisqu'ils vont dépenser
30% de plus de budget en mode, 20% de plus en déco. Donc, ils vont être aussi un petit peu plus sensibles au shopping. Si oui. Vas-y, Vanessa, finis ta phrase. Je voulais juste parler de la dernière petite statistique. Aux États-Unis, on n'a pas les chiffres en France, mais une personne sur deux, un utilisateur Pinterest sur deux a déjà découvert et acheté des produits grâce aux épingles Pinterest. Ouais, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, on a des secteurs d'activité qui fonctionnent très, très bien sur Pinterest. Je pense notamment à la food, la déco, la mode. Aujourd'hui, tout ce qui va être design aussi fonctionne très bien. Et même parfois sur cette logique beauté. On a des acteurs, on a notamment Easy Parapharmacie sur Pinterest Ads. Ça fonctionne très, très bien aussi. Je ne sais pas si tu vois d'autres secteurs, Vanessa, comme ça. Il y a tout ce qui va être bricolage, rénovation qui fonctionne énormément. Et pour rebondir sur le secteur de la beauté, vous avez des marques comme Sephora qui dégagent beaucoup plus de chiffre d'affaires grâce à Pinterest que grâce à Facebook. Alors qu'ils vont avoir une communauté sur Pinterest qui est minuscule par rapport à leurs millions d'abonnés sur Facebook et Instagram. C'est juste que quand je vais sur Pinterest, je suis dans une démarche de trouver un produit qui répond à mon envie, à mon besoin et donc potentiellement de l'acheter. Donc vraiment, incluez Pinterest à vos campagnes et surtout à votre stratégie si vous voulez faire du social selling en B2C. Maintenant, pareil, petit point attention, ce qu'il ne faut surtout pas faire en social selling. Là, donc, tout à l'heure en B2B, c'était de négliger la partie équipe. En B2C, le problème, on va rester là, c'est de négliger la mesure de la performance. Donc là, on a souvent des entreprises qui ont un budget suffisant pour faire plein de publications trop cool, faire de la vidéo, faire des formats super, qui utilisent vraiment les réseaux sociaux avec une bonne stratégie de contenu, mais qui derrière n'ont jamais pris le temps de faire un vrai plan de tracking, d'installer des choses sur leur site pour pouvoir suivre vraiment ce que ça leur rapporte. Et encore une fois, c'est hyper important en social media de pouvoir savoir est-ce que ce que je fais me rapporte de l'argent. Les réseaux sociaux, c'est énormément de temps et d'investissement. Si ça ne vous rapporte rien, c'est quand même problématique. Je suis pas tout à fait d'accord avec l'idée de il faut être sur les réseaux sociaux. Moi, mon point de vue, c'est vraiment il faut que les réseaux sociaux apportent quelque chose à votre entreprise et à vos utilisateurs. Donc, comment on fait en pratique pour mettre en place une stratégie de social selling côté B2C? Première étape, c'est toujours de partir des personas, donc des interviews utilisateurs, des sondages à grande échelle. Essayez vraiment de comprendre qui sont les personnes que vous avez en face de vous. La deuxième étape, c'est le parcours utilisateur, avoir une stratégie qui soit vraiment sur mesure, basée sur vos utilisateurs et trouver quels sont les sujets qui vont les intéresser, de quoi vous devez parler sur les réseaux sociaux pour les intéresser. C'est avoir une stratégie de contenu, donc proposer des contenus qui vont intéresser votre audience, qui va leur plaire, qui va les faire rire, qui va les intéresser, qui va les informer. Le quatrième ingrédient, c'est toujours la segmentation. Donc là, ça va être mettre en place des campagnes de social ads vraiment basées sur des objectifs de conversion. Et aussi, pour le côté personnalisation, miser, si vous en avez les moyens, sur du marketing d'influence. Ça, c'est des choses qui fonctionnent évidemment très bien, puisqu'on va avoir une démarche où mon utilisateur final s'identifie facilement à ma marque parce qu'une personne à laquelle il s'identifie apprécie mes produits. Et le dernier point, c'est évidemment toujours la mesure, donc la mise en place de KPI, le plan de tracking, des tableaux de bord qui vous permettent de suivre vos données en temps réel et des reportings réguliers. Une stratégie réseaux sociaux ou une stratégie social selling, c'est pas amené à rester figé comme ça. Il faut mesurer son efficacité, toujours venir la challenger, la remettre en question pour l'ajuster et faire en sorte qu'elle fonctionne vraiment. Et un petit exemple pour une marque un petit peu, encore une fois, coup de cœur, c'est donc la marque de mobilier Made. Alors eux, pour le coup, si vous vous baladez sur leurs réseaux sociaux, c'est vraiment pensé pour le social selling, c'est-à-dire que les fonctionnalités shopping, je peux vous dire qu'elles sont activées, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur Pinterest. Vous pouvez acheter leurs produits en un clic. Ils ont évidemment des campagnes social ads pour du trafic et pour de la conversion, donc ils sont pas là pour... leur campagne, c'est
C'est jamais des campagnes d'inspiration, c'est vraiment des campagnes où ils vous montrent des produits, ou là, dans cet exemple-là, ils vous montrent un code promo. Donc, c'est toujours des campagnes avec des objectifs de trafic et de conversion. Ils ont aussi un très beau lien entre leurs réseaux sociaux et leur site internet. C'est ce que vous voyez en dessous de la petite liste. Là, je suis sur une fiche produit pour un joli canapé en velours. Qu'est-ce que je retrouve? Des photos qui ont été postées par des utilisateurs sur les réseaux sociaux et qui, pour le coup, si je n'étais pas convaincue par la fiche produit, finissent de me convaincre. Donc, ils ont aussi une belle stratégie qui mêle les réseaux sociaux à leur site internet, qu'il ne faut évidemment pas négliger. Et enfin, énormément de campagnes d'influence. Donc, énormément de beaux visuels de meubles chez des influenceurs bien mis en avant, qui viennent crédibiliser le produit et permettre aux gens de se projeter dans l'utilisation de ce produit chez eux. Donc, si on doit résumer un petit peu les 5 bonnes pratiques, que ce soit en B2B ou en B2C, vous les avez déjà vus, mais je les répète. C'est les grands classiques, hein, mais qu'il ne faut surtout pas négliger. C'est de vous demander qui sont mes cibles, donc de travailler vos personas. C'est de vous demander à quoi ressemble le parcours de mon utilisateur et quel plan d'action je mets en place à chaque étape de son parcours. C'est de vous demander quel contenu je peux produire pour vendre et pour convaincre. C'est de vous demander comment je fais pour segmenter et pour personnaliser mes interactions avec mes utilisateurs. Donc, en B2B, ça va vraiment très souvent passer par de la prospection et des échanges en one-to-one. Sur du B2C, n'hésitez pas sur le marketing d'influence. Et enfin, à ne surtout pas négliger la mesure de la performance. Qu'est-ce que je mets en place, quels KPI et comment je fais pour les suivre, pour les faire remonter dans des tableaux de bord. Je vais terminer avec le mot de la fin qui est nous ne voulons pas 1 million de nouveaux fans, nous voulons 1000 nouveaux clients. Arrêtez avec ce qu'on appelle les vanity metrics, les statistiques qui servent qu'à soigner son ego. On s'en fiche que vous ayez des millions de fans. Concrètement, c'est pas ce qui améliore votre chiffre d'affaires. Concentrez-vous plutôt sur combien j'ai eu de clients grâce à ma stratégie réseaux sociaux plutôt que de vous dire super, on a gagné 3000 followers ce mois-ci. Je profite pour vous remercier d'avoir pris du temps pour passer 1 heure avec nous. N'hésitez pas à suivre l'agence sur les réseaux sociaux, à nous suivre nous personnellement puisqu'on partage du contenu, à nous poser vos questions si jamais vous n'avez pas osé poser votre question ou si elle survient dans quelques heures. Il ne faut vraiment pas hésiter à vous contacter plus tard. La discussion ne s'arrête pas maintenant. Eh bien, écoutez, bonne journée à vous. Et puis, on se retrouve du coup dès la semaine prochaine pour le prochain webinaire. À très bientôt. Au revoir.